Vous connaissez bien Nicole Bordelot, maître en yoga, professeure de méditation et conférencière. Plusieurs de ses ouvrages, comme L'art de se réinventer, Revenir au monde ou encore Respire, un souffle profond peut tout changer, figurent dans la liste des best-sellers des librairies du Québec. Et je l'accueille aujourd'hui pour un moment, je pense, important dans sa carrière et dans sa vie également, la parution de son tout premier roman qui s'appelle S'aimer malgré tout. Nicole Bordelot, bonjour. Bonjour et merci de cette belle invitation. Bien, ça me fait plaisir et je pense que les gens seront heureux d'apprendre que vous écrivez maintenant des romans. En fait, le premier peut-être d'une longue série. Et dans ce tout premier roman, on retrouve le personnage de Edith, 36 ans, qui est à la tête d'une firme de relations internationales. Tout semble lui réussir, professionnellement du moins, mais elle se sent vide à l'intérieur. Elle est fragile, aux prises avec des dépendances. C'est un personnage à laquelle on s'attache assez rapidement. Dites-moi, Nicole, est-ce que ce roman-là, vous le portiez en vous depuis longtemps? Ah oui, en 2015, j'ai commencé à porter cette histoire-là d'Edith Lebeau-Davis en moi, parce que à l'époque, j'étais vraiment bouleversée par la pression qui était mise sur les jeunes femmes de réussir dans tous les domaines de leur vie, d'être une mère parfaite, une employée parfaite, une patronne parfaite, une amie parfaite, une fille parfaite. Et je trouvais ça absolument bouleversant de voir la pression qu'elle-même se mettait sur le dos. Alors j'ai commencé à imaginer Edith Lebeau-Davis qui pouvait résonner avec ces jeunes femmes-là. Puis j'ai fait un essai, mais vraiment là, ça n'a pas fonctionné. J'ai écrit 50 pages, c'était désastreux comme résultat. Mais l'année dernière, j'avais 8 jours de congé devant moi et c'est revenu sur mon ordinateur, ce dossier-là. Puis je me suis dit, je vais me donner une seconde chance. Et je suis tellement contente de l'avoir fait parce que j'ai retrouvé Edith, puis j'ai suivi le fil conducteur, j'ai suivi sa trajectoire en tant que personnage et ça a été pour moi une aventure fabuleuse. J'ai adoré écrire ce roman. J'ai eu tellement de beaux moments, mais aussi des moments déstabilisants et confrontants. Et je l'ai mentionné quand j'ai parlé un petit peu du roman, en parlant d'Edith, oui, elle est fragile, elle est aux prises avec des dépendances. Pour elle, là, c'est dépendances à l'alcool. C'est pas nommé tout de suite au début du roman. On va s'en apercevoir peu à peu. Mais je trouvais que justement le fait, peut-être qu'on ne s'en rende pas compte tout de suite, c'est assez représentatif parfois de gens alcooliques autour de nous qui fonctionnent vraiment très bien. Et quand on découvre qu'ils ont un problème, mais on se dit comment ça se fait, je l'avais pas vu avant. Oh, merci de le mentionner parce que j'ai choisi la dépendance à l'alcool. Ça aurait pu être la dépendance au magasinage, à la nourriture, à une autre forme de drogue, une dépendance même au sport ou au travail. Mais on est dans une société qui va tellement vite et très souvent on va entendre des gens dire j'ai pris un verre de trop hier ou j'ai passé toute la fin de semaine sur Internet ou j'ai dépensé trop sur ma carte de crédit et on ne s'arrête pas pour entendre très souvent ce que les gens disent derrière tout ça. Mm-hmm. Et Edith fait partie, elle a grandi avec une mère pour qui les apparences étaient vraiment importantes, la rentabilité, l'efficacité, les diplômes, les honneurs, d'avoir un travail là qui était bien vu dans la société. Mais effectivement, elle va se retrouver très vulnérable et elle va s'auto-médicamenter avec la dépendance. Et c'est pour ça que je voulais pas le mentionner dès le début, parce que ce n'est pas une alcoolique là, qui boit pour faire la fête ou pour s'étourdir. Elle automédicamente son stress et son angoisse avec un verre le soir. Et petit à petit, un verre devient 2, 3 et jusqu'à, bien entendu, là, jusqu'à ça devienne un problème pour elle. Il est question aussi de santé mentale parce qu'on suit Edith, mais on va aussi connaître ses parents, ses grands-parents et il sera question de santé mentale, de l'hérédité peut-être également dans certaines maladies, mais surtout de silence parce que Edith, il y a un grand pan de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents qu'elle ne connaît pas et si elle l'avait su, ça aurait probablement expliqué bien des choses dans sa propre vie. Ben encore une fois, là, merci de souligner ça parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas
la mère, la femme qui se cache derrière celle qu'on appelle maman, l'homme qui se cache derrière celui qu'on appelle papa, qui ont été leurs propres parents, qu'est-ce qu'ils nous ont légué comme rêve, comme espoir, comme peur, comme angoisse aussi. Donc, c'est Nietzsche, le grand philosophe, qui dirait tout n'est qu'héritage. Donc, on a reçu un héritage et on le porte consciemment ou inconsciemment, mais Édith va réaliser, au moment où sa vie s'effondre en mille et une miettes, justement, tout cet héritage qui lui a été légué, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a du très bon dans ce qui lui a été transmis, surtout par son père, mais il y a aussi des choses qui ne lui appartiennent pas, des peurs qui ne lui appartiennent pas, et c'est là qu'elle va devoir faire le ménage dans tout cela pour devenir véritablement qui elle est. Et le titre en dit beaucoup également. Oui. S'aimer malgré tout, hein, s'aimer malgré nos failles, malgré le fait que parfois on tombe. C'est d'être bienveillant envers nous, puis de s'écouter et aussi écouter notre petite voix intérieure. Oui, le titre pour moi était essentiel, puis le magnifique tableau signé Judith Guéher aussi en page couverture où on voit le regard de mon héroïne avec tendu vers l'avenir, un œil qui est brillant, un œil qui est vif, qui est pétillant d'intelligence et d'espoir, mais aussi toute sa tête qui est remplie là de pensées, de ruminations, d'inquiétudes, d'anticipation. Et je pense que la plus grande leçon qui nous est donnée, c'est justement d'apprendre à adoucir notre regard sur nous-mêmes. C'est là que la transformation peut naître, d'apprendre à s'aimer. Nous sommes des êtres humains, donc voués à être imparfaits. Puis s'aimer les uns les autres aussi. C'est un message qui est redondant, là. C'est un message qu'on répète depuis des siècles, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a là-dedans énormément de guérison pour chacun et chacune d'entre nous. C'est tout un apprentissage, hein, apprendre à s'aimer. Oui, ça peut, mais elle le dit, ça peut prendre une vie. Mais du moment qu'on fait un premier pas vers soi, il y a une transformation qui s'enclenche. Alors, je rappelle que ce premier roman paru chez Édito s'appelle « S'aimer malgré tout » et on s'attache très rapidement à Édith, à sa fragilité, mais à sa force également. Et probablement, comme je le disais tout à l'heure, il se pourrait que ce soit le premier d'une longue série de romans. Vous avez envie de vous remettre tout de suite peut-être à l'écriture? Mais j'écris tous les jours. Je sais pas si j'aurai encore le souffle romanesque. Faut dire que ça fait 448 pages, là, ce roman-là. C'est une saga sur 3 générations. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience et je me le souhaite véritablement. Même si j'ai énormément de plaisir à écrire des livres qui partent de mon expérience de développement personnel, je me le souhaite aussi. Si ce livre-là résonne auprès des lecteurs, ça va m'encourager à poursuivre. Eh bien, je pense que oui, il va résonner auprès des lecteurs. Nicole Bordelot, merci beaucoup. Merci de cette belle invitation, puis je te souhaite un bel automne, puis à tes auditeurs également. Merci beaucoup. À bientôt.